Food by Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage le projet sur lequel on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, on va avoir un peu d'endorphine. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Vauban Hive. Aujourd'hui, j'ai un invité, Pascal, bienvenue. Merci beaucoup Hugo de m'accueillir aujourd'hui. Vraiment stoked de venir jaser d'une entreprise qu'on a créée de toutes pièces avec beaucoup de naïveté. Ouais, clairement. Puis pour ceux qui savent pas, là, l'été s'en vient. Les sentiers vont ouvrir. Ben, probablement qu'ils étaient ouverts l'hiver, mais là, je pense que ça va être le fun de pouvoir aller dans les sentiers. Puis l'ensemble de notre clientèle a été très surprise par le début de saison hâtive. Mais nous, on est contents. Ça amène beaucoup d'achalandage. Pour ceux qui ne savent pas c'est de quoi on va parler aujourd'hui, c'est de l'application. On peut appeler ça une application, une interface? Une interface. Nous, on aime ça, appeler ça une plateforme en tant que service. SaaS. Vraiment une application en tant que service qu'on offre à notre clientèle de plein air. Fait qu'en grosso modo, c'est une application ou un SaaS ou un service qui permet aux gens d'aller réserver leur place, disons, dans un sentier ou d'activités de plein air. Je pense qu'il y a de différents sports. J'ai vu qu'il y a différents clients. Puis d'aller en ligne, réserver, acheter leur billet vraiment simplement, comme on achèterait n'importe quel billet de spectacle ou de show, d'accès. Oui, tout à fait. Ben, on est plus que ça. Aujourd'hui, on est plus que ça. À l'origine, on a démarré comme une billetterie, effectivement. Aujourd'hui, on est déployé dans plus de 120 stations de plein air au Québec, 100 000 utilisateurs. La plateforme est utilisée quand même... quotidiennement, c'est dans 2 et 3 000 transactions quotidiennes là, qui se passent à travers la plateforme. Puis, vraiment, notre niche se situe au niveau du plein air, mais on fait vraiment une plateforme 360 degrés des besoins au niveau des stations de plein air. Aujourd'hui, on gère autant la réservation, ce qu'on appelle billetterie, abonnement de saison, mais aussi réservation, location d'équipements de plein air pour les stations. Puis, on a rajouté un autre volet pour nos clients. Beaucoup de stations de plein air gèrent des petits campings, quelques yourtes. Fait qu'on a un volet gestion, location, d'hébergement à travers la plateforme qui est apparu là, l'an passé là, sur la plateforme. Puis là, le monde doit se demander pourquoi on vient parler d'endorphine aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux vendre le pourquoi un peu. Oui, on peut faire un peu la genèse d'Endorphine. Endorphine, une idée un petit peu folle qu'on a eue à l'interne de se lancer dans cette plateforme-là chez Stratégie à l'origine. On voulait outiller nos employés pour favoriser la pratique du sport et la culture dans notre entreprise. On va se faire une plateforme de réservation avec de la monnaie virtuelle, etc., pour nos employés, pour pouvoir réserver leur place dans les différentes activités plein air qu'on offrait dans l'entreprise. Puis on s'est mis à travailler une plateforme qui est peut-être le MVP plus, là, ou le MVP qu'on voyait. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, OK, on a quelque chose, une plateforme qui est le fun à utiliser, nos employés utilisent, fonctionnelle. Allons donc voir, mesurer le marché. Comment le marché se situe face à ce type de plateforme-là aujourd'hui. Fait qu'on est arrivé, on a fait un premier partenariat avec les Sentiers du Moulin. Sentiers du Moulin a embarqué dans l'aventure avec Eric. Ils cherchaient justement une solution pour eux, pour de gestion de leurs activités de réservation. Puis c'est de même qu'on a créé notre SaaS, puis on a pris la décision de commercialiser avec le premier MVP là, de cette plateforme-là. OK, c'est vraiment nice. Fait que dans le fond, à l'intérieur même de Stratégia, parce que c'est une initiative, dans le fond, qui est démarrée où tantôt tu parlais d'intrapreneuriat, c'est vraiment une idée. Vous étiez chez Stratégia, vous dites, OK, on veut faire des activités sportives avec encourager les gens à faire des activités sportives, un peu comme Vauban l'offre, là, ils disent, OK, on vous paye vos activités, c'est juste que vous êtes dit, on va faire une plateforme pour faciliter pas cette réservation-là, mais cette organisation-là des activités. Puis de fil en aiguille, vous vous êtes rendu compte, OK, probablement qu'il y a un marché pour ça. Oui, probablement qu'il y a un marché. Puis on s'est lancé là-dedans sans avoir aucune idée de notre marché, de notre clientèle. Oui, on pratiquait le plein air, mais
là, on est rentré dans tout le volet commercialisation où naïvement, on croyait que ça allait fonctionner, mais commercialiser un SaaS, développer un SaaS, c'est facile. Commercialiser un SaaS, c'est là que la vraie game commence. Ah, je comprends. Puis, tu sais, pour vrai, de mon point de vue, quand je regarde ce genre d'outils-là, je suis persuadé que ça va fonctionner parce que moi, je suis le premier utilisateur à aller sur un... Tu sais, disons que je veux réserver sur, peu importe, n'importe quel, c'est une yacht à tel endroit. Puis là, il faut que je remplisse un formulaire. Puis là, qui me pose plein de questions. Déjà là, c'est sûr que je vais m'arrêter. Fait que, aussitôt qu'on vient faciliter justement ce processus-là, c'est la différence entre... Pour moi, personnellement, c'est la différence entre un achat ou ne pas l'acheter. Puis, je sais pas si tu avais déjà entendu les espèces de statistiques, je les ai pas officiellement, mais qui sont comme à chaque seconde de plus que tu attends dans une transaction, tu diminues les chances de finir la transaction de 50%. Oui, j'avais déjà entendu les statistiques, puis même on a mis beaucoup d'emphase, tout dans le processus de développement, puis le processus de réservation. Notre clientèle cible, elle est de 18 à 78 ans, 80 ans même, notre clientèle cible. Fait qu'on a voulu vraiment créer un flow de réservation. Des fois, je reçois des commentaires, « Hey, votre flow de réservation, il y a trop d'étapes. » Non, il n'y a pas trop d'étapes. Il a juste été réfléchi pour le rendre dummy-proof. Pour que tout le monde puisse compléter les transactions dans la plus grande simplicité possible. Mais ça doit être difficile quand même de... Justement, c'est un bon commentaire. Il y a trop d'étapes dans le processus. C'est que dans le fond, ça doit être difficile de réussir à plaire à justement l'utilisateur de 75 ans qui n'est pas un tech-savvy, qui n'est pas habitué de remplir ces formulaires versus, disons, des power users comme il peut en avoir ici, qu'ils pourraient remplir un formulaire ultra rapidement. Tu sais, quand on fait... On l'a étudié, mais ça a été quoi le processus pour... Le processus? Qu'il y avait un processus... On l'a étudié. On a beaucoup travaillé avec notre UX designer à différents scénarios. On savait ce qu'on n'aimait pas, on savait ce qu'on aimait, mais rapidement, on a activé la boucle de feedback avec nos clients. Je pense que ça a été vraiment l'approche. On a vraiment activé une boucle de feedback rapide pour mettre l'application dans les mains de notre clientèle cible le plus tôt possible. Dès qu'on avait de quoi qui fonctionnait, j'appelle ça un peu le Power MVP, là, à la limite, même si c'est buggé non fonctionnel, plus rapidement possible d'avoir un bassin d'utilisateurs restreint pour aller chercher un feedback sur le processus. Cette approche-là a été très bénéfique, puis très payante dans notre développement. Clairement, là, puis ça, c'est une approche qu'on va faire dans n'importe quel des projets. Là, je sors un peu d'endorphine, là, mais n'importe quel des projets qu'on va faire chez Vouban ou chez Stratégia, la tactique, c'est vraiment le plus tôt possible que le client ou l'utilisateur, surtout l'utilisateur, peut tester. Plus vite, on valide nos hypothèses. Parce que tantôt, tu disais, on savait pas si ça allait pogner ou pas. Si en le testant rapidement, c'est là que vous avez eu les meilleurs insights sur comment pivoter ou comment adapter la plateforme. C'est important de se garder la liberté de pivoter en cours de route. Parce qu'on n'a jamais toutes les réponses à nos questions. C'est quoi le bon processus? C'est quoi? Est-ce que cette fonctionnalité-là, est-ce qu'elle va être utilisée? Est-ce que le client va l'exploiter à son plein potentiel? Est-ce qu'on n'a jamais nos réponses en cours de route? Il n'y a personne qui va nous donner le green light ultime où oui, fonce, tu l'as. Puis moi, j'aime beaucoup utiliser justement le concept, là, j'appelle ça Power MVP. Je ne sais pas si c'est vraiment un terme. C'est comme, on voulait faire un processus d'onboarding automatisé dans notre plateforme. On se posait la question, est-ce que notre clientèle a vraiment le goût d'avoir un onboarding automatisé dans le processus d'inscription à notre plateforme? Avant de commencer à développer un processus d'onboarding, on va le tester, voir est-ce que les gens vont être attirés. On a mis un bouton sur notre plateforme qui est inscription automatique. Puis, quand les clients cliquaient, ça demandait de remplir un formulaire simple, qui envoyait un courriel. Puis après ça, il y avait des gens à l'interne qui prenaient le processus d'onboard, puis là, qui le faisaient manuel, qui l'amenaient jusqu'au bout. Ça nous a permis de valider rapidement. Les clients sont-ils attirés vers un onboarding automatisé? Ouais, c'est ça. Ou ils veulent vraiment parler à un humain au bout de la ligne pour onboarder une plateforme comme la nôtre? Fait que vous l'avez testé first avec des humains en arrière de la ligne, puis avant même de développer une ligne de code. C'était un peu le concept. Quand on travaille dans le SaaS,
avant de dépenser des millions, on sait comment ça coûte développer, ça coûte une fortune. Avant de dépenser parce que tu travailles avec des moyens très restreints. Fait qu'avant de dépenser des milliers de dollars d'une feature, tu vas pousser le processus manuel le plus loin possible jusqu'à temps que tu sois plus capable de le supporter. Quand tu commences à plus être capable de supporter ton processus manuel, là, c'est un green light. OK, peut-être qu'on devrait le développer finalement, cette fonctionnalité-là, parce que là, c'est plus supportable par un humain manuellement. Ouais. Mais je pense que ce qui est arrivé, je sais pas si tu avais entendu parler de Amazon, les épiceries Amazon, puis qu'ils voulaient que quand tu voulais acheter des produits, tu les mettais dans ton panier, puis tu sortais, puis tout se payait tout seul. Puis finalement, les autres, ils ont dû pivoter, parce qu'il y avait une armée en arrière de gens qui validaient tout ce qui était mis dans le panier. Puis finalement, je pense que j'ai pas validé vraiment ce que je suis en train de dire, là, mais que maintenant, ils prennent juste un scanner sur le panier, puis ils scannent au fur et à mesure. Là. Mais tu sais, justement, d'utiliser les humains dans l'eau en premier, venir valider la feature avant même d'aller investir, c'était un bon move. Oui. Puis, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une loupe de feedback le plus rapide possible. Nous, on fait des mises en production aux 2 jours. Là. C'est constant. Il y a des features qui apparaissent aux 2 jours dans la plateforme pour aller justement activer cette loupe-là de feedback. Là. Ah, c'est vraiment nice. Puis ce que je trouve dans l'histoire que tu me racontes, c'est que j'ai l'impression que c'est votre premier produit. Est-ce que c'était le premier produit chez Strategia? Oui, c'est le premier produit. C'est le premier produit que moi, j'ai conçu. Ouais. Pour moi, je construisais des produits pour mes clients, en manufacturier, en technologie, en optique. Mais c'est le premier premier produit que le client était moi. Ben, c'est ça, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que quand justement vous avez bâti un produit qui était pour vous, c'était vous le premier client, fait que directement ça donne une bonne idée. Est-ce que c'est un vrai besoin ou pas? Là, si vous le faites pour vous-même avec vos propres besoins. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça ait marché du premier coup. Parce que le nombre d'histoires que j'entends de gens qui startent des produits, qu'ils en ont démarré 10 avant d'en avoir un qui fonctionne pour vrai. Penses-tu que c'était de la chance ou c'est vraiment tout ce que vous avez mis en place pour le testing ou vraiment apprendre sur le besoin réel? Là? Une portion de chance, c'est sûr. Une portion de chance, une portion d'être bien entouré. De ne pas avoir peur aussi de s'entourer. Ça, je pense que c'est les éléments de consulter, de bien s'entourer, mais définitivement, il y a une bonne part de chance, mais aussi d'être capable de mettre le doigt sur... de répondre à une vraie problématique pour ta clientèle. Ouais. Ça, c'est le point le plus important. Qu'est-ce qui fait mal, puis comment tu l'adresses? Ça, c'est vraiment ce qui fait basculer entre le succès et le fail. Tu as bien beau avoir la meilleure idée au monde, la plus technologique, la plus pétée. Si tu ne réponds pas à aucun problème, tu ne seras pas capable de la commercialiser, puis tu ne seras pas capable d'amener ta proposition de valeur à être difficile à vendre. Ouais, clairement, je comprends. Tantôt, tu disais que vous, à tous les 2 jours, vous faisiez une nouvelle mise en production. Peux-tu nous parler un peu plus de toutes les features que vous avez en ce moment? Tantôt, tu parlais de la location, disons, de yacht ou d'équipements sportifs, juste de billetterie, d'entrée. Y avait-tu d'autres features? Oui, on s'en vient avec un bon setlist de features aujourd'hui. Notre plateforme est 100% configurable pour le client, là. Autant au niveau de son portail de billetterie, autant au niveau de ses équipements, ses hébergements, ses types d'activités, ses plages horaires. Tout ça est configurable. Au niveau des fonctionnalités, on supporte différentes plateformes de paiement, Stripe, Square, Chase, PayPal au niveau de la plateforme. On a une intégration complète avec la suite Square, toutes les TPV Square, les POS Square, on a une intégration complète. On a des modules libre-service où on peut déployer des iPads chez nos clients pour avoir des bornes directement sur place parce que veut pas des fois, c'est pas tout le monde qui achète son billet à l'avance ou quoi que ce soit, veut faire un achat sur place de son accès ou d'une location. On a des bornes libre-service avec TPV de libre-service qu'on déploie chez nos clients. Plusieurs de ces types des modules de paiement complets.
une panoplie de codes promo, promotion, tracking d'analytique à travers la plateforme. Puis, probablement le module le plus important à travers notre plateforme, c'est le module d'analytique et de données. Pour donner du feedback aux clients. Pour donner du clients, feedback aux clients, puis être en mesure d'avoir une bonne vision sur ses opérations, sur ses ventes, sur ses revenus. Puis, optimiser justement son processus opérationnel. Admettons que je suis un nouveau client, j'ai une entreprise, j'ai des yurts, j'ai des trails de randonnée où j'habite à Saint-Malachie. Il y a pas mal de trails, il y a le Massif du Sud, j'aime ça faire ça, mais disons que je me pars d'une business dans le milieu, puis là, je vous appelle, je vous dis « Ok, j'aimerais vraiment avoir votre plateforme. » Comment ça va se passer le processus? C'est assez rapide. Quelqu'un qui dit « J'ai un besoin », le processus, on travaille dans un domaine, le plein air, le tourisme, où ce que les gens, encore aujourd'hui, aiment parler à un humain. Fait que le closing, ça fait via une démo. Définitivement, le client nous appelle, il y a une démo, on démonte la plateforme. Le jour où le client nous dit « OK, parfait, ça répond à mon besoin, on s'est entendu sur les termes », 1 heure plus tard, le client est up running. OK, ça c'est hyper rapide. 1 heure plus tard, le client est up and running, il y a un portail de billetterie. S'il a déjà son compte Square, Stripe ou PayPal, des fois c'est ce bout-là qui est un peu plus long au niveau de l'approbation des comptes. 1 heure, tu es up and running, tu as une billetterie, abonnement de saison, location d'équipement, location de yourte, fonctionnel sur le web en moins d'1 heure. Bon, pensez que cette rapidité-là que vous avez mis en place, parce que 1 heure, c'est très short, là. Dans le sens que le client, aussitôt qu'il prend la décision, je sais pas si tu as déjà acheté des voitures neuves, là, des fois que ça prend 6 mois avant de le recevoir. Même affaire, des fois je dis si ça prend 6 mois, ça me tente moins de l'acheter que si ça me prend 1 heure. Si tu me dis dans 1 heure, j'ai ma plateforme, penses-tu que c'est décisif comme décision pour les clients versus d'autres? Définitivement, la facilité d'utilisation de notre plateforme, c'est un élément différenciateur face à nos compétiteurs. Je le dis encore une fois, même nos clients, le centre de ski de fond là, dans le fin fond des Laurentides, il est géré par un groupe de personnes entre 50 et 70 ans. Là. Ah, c'est ça, c'est pas des power users. Je veux rien les enlever, là, je les adore, mais c'est pas des power users. Ouais. Fait qu'on a vraiment créé une plateforme qui est facile d'utilisation, puis même eux sont capables de faire la gestion de leur centre de plein air à travers notre plateforme. Fait que définitivement, c'est un élément différenciateur qui est un game changer dans beaucoup de dossiers. C'est pour revenir un peu à l'histoire de comment vous avez starté ça. Est-ce que ça a été difficile à convaincre à l'interne? Puisque là, je présume que c'est un peu... vous êtes parti d'une initiative, ça a grossi tranquillement. Ça a été quoi vraiment le point de bascule à dire « OK, on part de notre idée qu'on a testé à l'interne, puis dire on y va all-in pour un produit. » Ça n'a pas été difficile à vendre. Ce qui a été difficile à vendre, ou challengeant à vendre, ça a été d'adopter la culture produit. Parce qu'on vient d'une boîte de service. Ouais. Stratégia était une boîte de service à l'origine. Fait en service, il y a des belles boîtes de service au Québec. Puis le service, c'est facile comparativement au produit. Pourquoi? Parce que dans le service, tu vas être payé à la fin du mois. Tu vas avoir ta gratification de ce que tu as rendu comme service est assez instantanée. Dans le produit, c'est une nouvelle culture. Ouais, ta gratification, il va falloir que tu la décales beaucoup dans le temps. Ta gratification, elle va venir dans 10 ans. Ouais. Fait que l'argent que tu as investi aujourd'hui, elle va payer dans 10 ans probablement. Ouais. Le jour où tu vas faire un exit, puis que tu vas valoriser ta plateforme. C'est ça. Fait que ce chiffre de culture-là, au niveau des preneurs de décision, n'est pas évident à faire, puis ils doivent l'embrasser à 100%, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est ça, il faut que tu y ailles all-in. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu y ailles à 100%, puis tu rentres dedans. Puis il faut que tu y ailles all-in aussi au niveau de ton équipe. Ça te prend une équipe talentueuse, puis ça te prend une équipe dédiée. Au début, on l'a développé, on était une entreprise de services, c'est qu'on le développait par opportunisme, que j'appelle. On le développait avec les gens, des fois on avait un peu d'intermandat, des gens 2-3 semaines. Il y avait du temps interne. Un mois du temps interne. Hey, tu vas venir me donner un coup de main d'endorphine. Le monde tripait parce que c'était du développement
state of the art, vraiment, tu sais, techno, moderne tout le temps, le monde tripait. Ouais. Mais c'était pas efficace parce que en produit, ça prend des gens dédiés au produit, ça prend des gens qui ont une façon de penser produit, puis qui sont capables de penser out of the box un peu du la vision, puis aussi l'ownership. C'est ça, l'ownership. Pendant un mois, c'est plus difficile d'avoir l'ownership. Je comprends que tu peux aller faire une feature ou développer faire une task ou une story, mais pour vraiment avoir l'ownership complet du produit, puis dire, voir à long terme de qu'est-ce qu'on fait, mais ne serait-ce que dans la qualité du code, ne serait-ce que dans le choix justement le choix des technos, d'avoir vraiment cette vision-là puis cet ownership-là à long terme. Puis le moment où le produit a pris son envol, là, autant au niveau commercial, c'est quand on a dédié des gens au produit. Ouais. On a dédié une équipe de développement. On a dédié des gens au développement des affaires. On a dédié des gens à la gestion. À ce moment-là, c'est à ce moment-là où ça s'est mis à s'accélérer x10 au niveau de la plateforme. Le jour où on a tracé une ligne infranchissable entre le service et le produit, puis on a dédié des gens au produit Endorphine. C'est vraiment à ce moment-là où tout le point de bascule entre le succès puis stagner dans notre produit. Puis, il y a une équipe. C'est quoi la grosseur d'équipe? Quand ce point de bascule-là est arrivé, vous dites, on bâtit une équipe, c'était une grosse équipe? Ou? On reste une start-up, on est 5. C'est ça, c'est une team, dans le fond. C'est une team, c'est ça. C'est une team. Chez Vubans, les équipes de développement, c'est à peu près 5-6. C'est ça, c'est un peu une team. Une squad de développement, une team de développement, mais multidisciplinaire. Les développeurs, ils font du développement, ils font de l'architecture, ils nous aident à définir les user stories, ils font du support à la clientèle, ils font de la surveillance, ils font du DevOps. C'est des gens full stack, puis qui travaillent les week-ends sur le téléphone parce que, oui, on a un domaine ingrat. Le plein air, ça marche pendant les vacances, les fins de semaine, les jours fériés, puis à Noël. C'est pour ça, tantôt, je te parlais d'ownership. Il faut vraiment que tu sois dédié. Là, quand on t'appelle la fin de semaine, tu dis, OK, ben là, c'est la feature que j'ai faite, je sais c'est où. Il y a un bug, tel client m'appelle, ben là, clairement que tu vas aller le réparer. Là, parce que ça t'appartient à un certain moment. Oui, puis ils ont un sentiment d'ownership qu'on avait extrêmement fort, déploiement de soir, support de week-end. Ça prend une équipe extrêmement dédiée puis qui a vraiment un sentiment d'ownership très fort envers le produit. Okay, c'est vraiment cool. Puis c'est quoi votre vision à long terme? Là? Je pense votre marché, surtout au Québec. Sortez-vous du Québec en ce moment? Ou... Aujourd'hui, on a un client en Ontario aujourd'hui. OK. Donc vous avez le pied, là. On a le pied. Ouais. Il y a certaines contraintes fiscales, taxation qu'on n'a pas encore réglées pour le côté à l'extérieur du Québec, qu'on est en train de travailler en ce moment même. On a 120 clients au Québec. On est leader dans la région, tout ce qui est Québec, Gaspésie, leader vraiment au niveau de notre plateforme. Puis, on commence à travailler avec des grands groupes ou grands organismes, les ZEC, la CEPAC. La CEPAC nous a approchés. On a démontré un intérêt envers notre plateforme parce que c'était exactement ce qu'ils recherchaient comme flow d'achat pour le futur de la CEPAC. Ils nous ont approchés, on a eu des discussions avec eux. Vraiment, là, on commence à sentir l'engouement, mais même des grands joueurs de l'industrie, des associations de ski. Là, au Québec, on commence à faire beaucoup de bruit de ce côté-là. Puis, définitivement, ouvrir le reste du Canada. Là, ça, c'est notre challenge pour 2024-2025. Puis, est-ce que vous avez une vision de sortir un peu du créneau que vous avez du plein air ou, pour l'instant, on se concentre sur... être les meilleurs dans ce créneau-là. Pas pour le moment. Une chose qui est importante, puis c'est tentant, hein? C'est tentant. Peut-être qu'un jour, on va prendre la décision de pivoter de créneau ou de niche. Ce qui est important dans le SaaS, c'est de maîtriser, d'être l'expert de ta niche, de filer la problématique du client, d'être capable d'utiliser son langage, d'être capable d'utiliser
les mêmes termes que lui, puis que ton client sente que c'est toi l'expert de la niche plein air. Fait que, pour le moment, non. On demeure dans tout ce qui est plein air, loisirs, attractions de plein air. On parlait du modèle d'affaires. Mais ma question, c'était, vous faites des milliers de transactions par semaine. Comment ça rapporte? Vous chargez combien? On n'est pas proche de prendre notre retraite. Il y a encore beaucoup d'investissements à faire dans la plateforme. Mais le modèle d'affaires, au début, on était un modèle d'affaires purement transactionnel en pourcentage. On prélevait un faible pourcentage selon le volume du client, là, entre 3 et 4% du volume du client sur la transaction initiale. On est dans un domaine très saisonnier. Fait qu'on arrivait avec des creux de revenus hyper bas. On s'entend que c'est ça, on a un créneau plein air. Entre le 1er novembre puis le 15 décembre au Québec, à part de la boîte d'un trail, on n'a rien d'autre. C'est dole un peu. Là. C'était dole aussi au niveau des revenus. Là, on a décidé. Ça doit être morose. Là. C'est un peu gris, morose. Bleu, il y a de la boîte, il n'y a pas de revenus. Comme une start-up, ton cash flow, c'est important d'avoir une stabilité. Puis aussi, quand tu vas aller voir vers des investisseurs, de démontrer que tu as une stabilité financière. Puis, fait qu'on a décidé de ramener ça plus linéaire, où on a utilisé un modèle hybride. On a un modèle de souscription. Comme des frais récurrents. Un frais récurrent mensuel avec différents packages de forfaits. Puis, un pourcentage. On prélève 1% de la transaction à la source. Fait que vous avez diminué le pourcentage de prélèvement ou de taxes, je ne sais pas comment l'appeler. Puis, vous avez mis un frais mensuel. Oui, on a mis un frais mensuel. Puis ça permet aussi de couvrir... On ajoute des fonctionnalités qui sont vraiment plus opération, où ce que là, il n'y a pas de transaction impliquée dans la plateforme. C'est-à-dire, on amène de l'analytique. Là, on va amener cette année prévision des ventes, prévision d'achalandage au niveau de l'AI. C'est ça. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont opérationnelles pour les administrateurs. Fait que ça permet aussi de financer la plateforme d'administration qui n'amène pas de transactionnel. Clairement. Mais là, tu me parles de forecasting, je vais te lancer un peu là-dessus. C'était quoi votre plan sur la prévision des ventes et la prévision d'achalandage? On a travaillé une première preuve de concept l'an passé qui s'est vraiment matérialisée puis qui est vraiment parlante. On a croisé, dans le fond, nos données d'achalandage de nos différents centres. L'avantage qu'on a, on a le monopole dans la région de Québec pour notre plateforme. Fait que, on a pris nos données d'achalandage de tous nos centres. On a pris les données météo historiques. Parce que là, la météo, ça doit être un bon facteur. C'est du plein air. Quand il fait beau, les gens viennent. Quand il mouille, les gens viennent pas. La saisonnalité, c'est-à-dire les congés, les vacances, les fériés. Puis aussi l'indice des prêts à la consommation. Puis, on est venu mettre tout ça dans un modèle pour faire une prédiction, quel sera l'achalandage de la prochaine fête du travail dans nos différents clients. OK. Ça vous donne quel genre de réponse? Admettons, tu dis, ça serait quoi l'achalandage, mais admettons qu'on arrive à la prochaine fête du travail, il mouille dehors. Probablement que ça a un impact sur ton achalandage cette journée-là. Le modèle est capable de raffiner. Plus on s'approche, plus notre modèle météo aussi... selon les prévisions. Fait que vous utilisez les prévisions. On utilise aussi les prévisions. OK. Puis ça... Aujourd'hui, c'est un modèle de preuve de concept, mais c'est le modèle qu'on voudrait envisager intégrer à l'intérieur de notre plateforme pour la prévision de l'achalandage. Mais aussi pour nous permettre de faire ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire j'aime pas le terme français, c'est pour ça qu'on dit yield management dans le domaine, tarification dynamique. C'est ça. C'est-à-dire que, OK, s'il annonce de la pluie, écoute... charger moins cher. Charge moins cher parce que la journée va être ordinaire. À chaque fois qu'on parle de tarification dynamique, on le dit pas trop fort, mais ça reste... C'est le mode par défaut de n'importe quel billet d'avion que tu vas acheter. Là, les compagnies d'aviation. Hôtellerie, billets de spectacle. Le but, c'est pas de charger le triple à quelqu'un qui va venir... Non, c'est de remplir la salle. C'est de remplir la salle. Dans votre cas, c'est l'achalandage, optimiser. Optimiser l'achalandage, parce que nos clients ont des infrastructures limitées. Je vais donner un exemple. Lundi passé, j'étais au Sentier du Moulin. Les 3 stationnements craquaient.
ça se stationnait sur le chemin du moulin sur 1 kilomètre. Mais c'est sûr que quand c'est le premier 30 degrés avec du soleil de l'année... Mais ça crée... Oui, c'est le fun, il y a du revenu, mais ça crée des irritants. Moi, je suis pas sûr que les citoyens sur le chemin du moulin ont passé une belle journée lundi à cause que ça explosant. C'est ça, fait que tu pourrais gérer l'achalandage. Gérer l'achalandage, puis mieux optimiser, parce que selon moi, après-midi, c'est tranquille. Ouais, exact. Optimiser notre jeudi après-midi pour ramener un petit peu plus d'achalandage, puis de spreader l'achalandage. Parce que ça reste une feature qui a quand même beaucoup de valeur pour vos clients. Là. Dans le fond, tu parlais de ton modèle d'affaires tantôt par transaction, mais là, c'est une feature qui... Ben oui, ça lui permet de planifier OK, je fais rentrer combien de personnes vendredi à la billetterie, à l'accueil, à l'entretien, à la validation. Puis je m'attends à voir quel achalandage. Ils ont une idée de ce... Ils savent que ça va être une grosse journée, mais ça va être une grosse journée jusqu'à quel point. Puis même, on pourrait brainstormer encore plus loin. Hey, est-ce qu'on va... je sais pas moi, analyser les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se parle pour la semaine prochaine sur les réseaux sociaux? Tu sais, y a-tu un groupe qui s'organise ces réseaux sociaux pour aller au Sentier du Moulin, puis on n'est pas au courant, ça se parle, il y a des commentaires? Parce que ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo. Hein. Ah ouais? Okay. Ouais, dans le jeu. Moi, je parlais avec les gens de chez EA Sport. J'avais un contact chez EA Sport, et c'est ça qui m'expliquait. Là, je dérive dans un autre dossier. Oh, digresse, pas grave. Chez EA Sports, ce qu'il m'expliquait, c'est FIFA Soccer. Quand ils sortent FIFA Soccer, le premier jour de sortie du jeu, puis c'est vraiment le directeur de production qui était sur le jeu, le premier jour où ce que FIFA Soccer 2023 sort, il va y avoir 1 milliard d'heures jouées dans la première journée. Wow. 1 milliard d'heures jouées à travers la planète à FIFA Soccer 2023, jour 1. Ça n'a pas rapport, hein? Tu sais, on parle de soccer versus le hockey, versus le football, puis tu as le soccer à côté. Ce qui m'expliquait, c'est que c'est impossible d'avoir un processus de QA ou de test qui va venir équivalent, qui va être équivalent à la première journée de sortie c'est sûr, de notre jeu. Sûr. Ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent beaucoup les réseaux sociaux reliés aux jeux vidéo, les commentaires suite à la sortie, pour analyser, puis avec des modèles d'intelligence artificielle qui vont dire hey, écoute, t'as peut-être un bug quand il y a un corner de Ronaldo qui franchit les buts, il y a peut-être un bug parce que là, ça se parle sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment cool ce que tu me dis. Ça veut dire que tous ceux que c'est des early adopters qui vont acheter le jeu vidéo la première journée, vous êtes des bêta-testeurs. Oui. Ben, il y a beaucoup d'étapes avancées en jeu vidéo où il y a des consoles, quand on sort le jeu vidéo vraiment en bêta-test early adopter, où ils ont des métriques, qui ont accès à certaines métriques du jeu qu'ils n'ont pas accès une fois que le jeu est en production finale. Hey, je te ramène sur le cash un peu. Des fois, j'aime ça parler de cash. Ça a été quoi la progression sans nécessairement donner des chiffres, mais ça a été l'air de quoi entre la première journée et maintenant? C'est quoi vos projections? Aujourd'hui, dans les 2 dernières années, nos revenus ont été multipliés par 40, tout simplement. Okay. Dans les 2 dernières années au niveau de la plateforme. On devrait atteindre cette année ce qu'on appelle un ARR dans notre langage, en revenu annuel récurrent, entre 550 et 600 000 $ de revenus récurrents pour notre plateforme. Puis on pense être en mesure de doubler dans la prochaine année là, ce revenu récurrent-là. OK, vachement intéressant. Là. Ouais. Est-ce que ça attire un peu l'attention? Justement, votre plateforme augmente. Tantôt, tu disais, vous avez le monopole dans la région de Québec. Y a-tu des concurrents qui vous regardent ou qui... ça a-tu créé un peu de mouvement? Ou? Nos 2 principaux concurrents sont venus s'asseoir dans nos bureaux. Ils voulaient qu'on les achète, tout simplement. Ils nous ont... OK, puis ils ont dit, OK, ils ont abandonné. Pas qu'ils ont abandonné, mais qu'ils ont dit, OK. Ça a été un peu cocasse, mais oui, ils sont venus nous voir. Nos concurrents nous regardent. On va très vite, on prend du marché rapidement, on évolue vite. Même juste hier, j'étais dans un événement de réseautage. Tu sais,
de nulle part, dans 2 conférences, on a été cité en exemple Endorphine dans 2 conférences complètement distinctes comme notre façon de numériser le domaine du plein air puis ce qu'on apportait au domaine du plein air dans notre plateforme. On commence à faire beaucoup de bruit dans la... Ah, c'est fort. Puis comment tu vois justement avec l'acquisition par Vouban, comment tu penses que Vouban va pouvoir venir aider dans l'expansion ou le développement de votre plateforme Endorphine? Juste déjà là, on le voit, toute la stratégie marketing qui est mature chez Vouban. Je travaille déjà avec Annie un peu, puis elle m'amène des idées comment optimiser ma propre stratégie marketing. Déjà là, ça, c'est un gros plus pour nous. Le marketing était peut-être notre faiblesse. On faisait de la vente directe, mais du marketing, plus ou moins. Fait que toute la stratégie marketing derrière notre plateforme, ça, définitivement... Tout le thinking business, quand je m'assois avec Kevin, thinking business, Kevin me challenge sur mes prix, me challenge sur mon modèle. Il est fort, Kevin, pour challenger. Fait que tout ça, là, déjà là, ça apporte beaucoup juste de se faire challenger puis d'avoir un écosystème qui a une maturité. Ça amène beaucoup à la plateforme. Moi, j'ai hâte de voir comment on dirait que j'espère pouvoir vous aider avec notre équipe d'AI. Là. Pour ceux, je vais me répéter, là, mais je suis le commandeur de l'équipe d'AI, puis on est une 25 AI scientists ici. Puis là, tu me parles de forecasting, tout ça, puis de notre côté, on fait beaucoup de projets de prédiction des ventes, puis de la demande. Puis je serais vraiment curieux de savoir comment on peut aller même optimiser ça ou aller vous aider dans la plateforme. C'est sûr qu'on va avoir besoin de vous autres dans la prochaine année. Ça fait partie de notre roadmap d'intégrer nos modèles à l'intérieur de notre plateforme. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Pour vrai, je trouve ça vraiment nice comme plateforme. Je sais pas si tu avais un message. Est-ce que tu veux Mettons, je te laisse la parole complètement à ceux qui écoutent, si tu veux pitcher la plateforme, le vendre. Vendre, OK. Je l'avais pas prévu celle-là. Ton elevator pitch. Hein? Elevator pitch. Elevator pitch, Endorphine, c'est assez simple. On le dit, c'est la solution intelligente pour louer, réserver et vendre dans le domaine du plein air. C'est le même qu'on le vend. C'est ça qu'on fait, puis c'est là-dedans qu'on excelle. Optimiser les opérations, optimiser les processus, puis propulser tes revenus. C'est avec Endorphine que tu peux atteindre ça. Nice. Fait que, comme je disais, en terminant, merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous êtes intéressé par Endorphine, vous avez votre site web qui est très beau d'ailleurs. Là. Je suis allé le voir juste avant le podcast. Je trouvais les animations des montagnes vraiment, vraiment sharp comme l'animation des montagnes, là, vous n'avez pas idée comment elle coûtait cher à faire en JavaScript. Mais tu m'étonnes. Parce que je regardais l'animation, j'étais comme, comment ils l'ont faite? Mais pour vrai, le diable est dans les détails. Ça, c'est le genre, tu fais cette animation-là, je viens t'en parler parce que pour vrai, je l'ai trouvé hot. Ouais. Puis on a souvent le commentaire. Puis justement, en refonte actuellement, il donnait plus de profondeur parce que notre plateforme évolue, il faut que notre site évolue aussi. Fait que donner beaucoup plus de profondeur au contenu de notre site pour justement les prochaines étapes de notre plateforme Endorphine. Yes. Donc Endorphine, qui est une compagnie de Strategia, qui fait partie de Vouban dans l'acquisition récente. Donc merci beaucoup Pascal, c'était super intéressant. Ouais, vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de jaser. Merci à tout le monde. Merci, bye.